Voilà, je n'avais pas lancé l'enregistrement, mais c'est parti maintenant. Dominique? Oui, alors du coup, j'ai partagé l'écran pour me présenter, d'accord? J'ai partagé l'écran là maintenant. Du coup, je vais m'enlever. Voilà, vous ne me voyez plus, c'est normal. Donc, je vais me présenter déjà. Et puis, comme il y a peu de monde, on va pas faire les présentations comme on avait un petit peu prévu de faire de chaque participant. Donc, je vais juste faire ma présentation. Je suis Dominique Battès, je suis déléguée du Défenseur des droits pour la Seine-et-Marne et ma permanence est située à Nemours. Je vais vous présenter donc mon institution. Ah, mais pourquoi ça a remis la vidéo? Arrêtez la vidéo. Hop. Pardon, excusez-moi. L'institution est une institution constitutionnelle, c'est-à-dire prévue par la Constitution française, qui veille au respect des droits et des libertés. Quand je dis que c'est une institution institutionnelle, c'est important à le savoir. Ça veut dire que un gouvernement, s'il n'est pas content de ce qu'on dit, par exemple, ne peut pas nous supprimer, sauf à faire une révision de la Constitution. Mon institution est représentée par un défenseur des droits, qui est en l'occurrence Madame Hédon, qui a pris ses fonctions depuis le 22 juillet 2020. Elle a un mandat de 6 ans qui est non renouvelable et non révocable, et donc ça lui garantit une certaine indépendance. Le défenseur des droits se nomme défenseur des droits, mais en réalité, il ne défend pas tous les droits. On n'est pas compétent dans tous les domaines. Et ça crée beaucoup de confusion dans l'esprit des citoyens parce qu'ils croient que le défenseur de droits va défendre tous les droits et ce n'est pas du tout le cas. Donc, on n'a que 5 domaines de compétences. Je vais les énoncer, mais pour les illustrer, je donnerai des exemples de mon expérience de mission professionnelle que je donnerai plus tard. Là, je vais juste les énoncer et plus tard, je donnerai bien des exemples pour éclairer nos 5 domaines de compétences. Donc, première compétence, on défend les droits des usagers des services publics au sens large. Les services publics, ça peut aller des impôts à des services qui ont une mission de service public, comme je le fais avec la CAF. Ensuite, on va défendre et promouvoir les droits de l'enfant. En plus de ça, nous avons une institution dans l'institution qui fait que des jeunes vont aller voir d'autres jeunes en service civique pour énoncer les droits de l'enfant. Nous sommes la seule institution à lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité. Il n'y a pas d'autres institutions en France qui peuvent le faire. Nous veillons au respect de la déontologie de la sécurité et nous orientons et veillons aux droits et libertés des lanceurs d'alerte. Pour faire toutes ces missions, qui sont très différentes, nous avons 2 moyens d'action. Assurer la protection des droits, qui est notre mission principale, et en particulier pour un délégué défenseur des droits, comme moi territorial, la plupart de notre temps est d'assurer la protection des droits. Pour un petit temps, nous faisons la promotion d'égalité d'accès aux droits et c'est ce que je suis en train de faire ce soir. Notre institution donc a un représentant que j'ai déjà dénommé, qui est Madame Hédon, mais l'institution est composée d'une équipe. L'équipe est divisée en 2 parties. Il y a une équipe qui se trouve au siège parisien, qui comprend des agents, des juristes très spécialisés dans tous les domaines de notre compétence. Il y a des juristes très spécialisés pour le droit des personnes âgées, pour le droit des personnes handicapées. Donc, ceux-là sont des salariés à temps complet de l'institution. À côté de ça, et par volonté de notre institution, pour être le plus proche possible des citoyens, il y a des délégués du défenseur des droits sur tout le territoire. Nous sommes à peu près 550, à peu près 557 à l'heure où je vous parle.
Nous sommes installés dans 870 points d'accueil. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant pour nos discussions de ce soir, c'est que ces points d'accueil sont uniquement des points d'accueil dans des lieux de service public. Ça veut dire on a des conventions avec des lieux qui reçoivent du public en tant que service public pour avoir nos permanences. Donc là, il y a eu quelques exemples qui sont mis, et je vous montrais tout à l'heure en Seine-et-Marne-Houssaye, la Maison de la Justice et du Droit, les points d'accès au droit, les préfectures, les mairies. Et puis, il ne faut pas oublier la volonté du défenseur des droits, notamment ces dernières années, que nous fassions des permanences en établissement pénitentiaire. Parce qu'on considère que les détenus ont des droits, pour ce qui leur reste de droits, en tous les cas pour la plupart, qui sont à défendre, soit face à leur administration, soit face à des administrations extérieures lorsqu'ils sont détenus. Les lieux d'accueil en Seine-et-Marne, ça pourrait être des tiers-lieux aussi, par une expérimentation, parce que c'est un relais d'information pour une saisine possible du défenseur des droits, mais les modalités sont à inventer. Alors là, je m'aperçois que c'est pas la bonne diapo, c'est bizarre. Pardon, je veux dire beaucoup plus sur ça, puisque c'est le but de la réunion de ce soir. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, si jamais l'autre diapo ne vient pas à la suite. La mission des délégués du défenseur de droits, c'est on est des bénévoles et on tient une journée de permanence d'accueil au public. Notre mission, en tant que délégués, c'est d'écouter et déjà les réclamants, parce que les personnes qui viennent nous voir, on les appelle les réclamants, ils sont très contents que pour une fois, pour leurs problèmes avec les administrations, ils aient quelqu'un qui les écoute. Parce que normalement, on va voir après que les administrations, du fait de la numérisation et la dématérialisation des administrations, n'a plus cette fonction, la plupart du temps, d'écoute. Donc là, ils nous trouvent en tant qu'interlocuteurs et ils sont déjà contents qu'on les écoute. Ensuite, on a une mission d'information. Ça veut dire qu'on leur dit des choses sur leurs droits, des données juridiques sur leurs droits plutôt, si on en a la compétence. Et on a une mission aussi d'accès de droit. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas compétent, on doit être capable de les orienter vers les dispositifs qui sont justement adaptés à leurs problèmes. Par exemple, si nous, on n'est pas compétent et qu'il faut qu'ils saisissent la justice, il faut qu'on leur dise vers quel tribunal ils vont aller, comment saisir, comment avoir l'aide juridictionnelle, etc. Et notre mission principale est une mission de médiation qui consiste à rapprocher les points de vue, j'en dirai plus tout à l'heure, pour trouver une solution aux litiges qui sont portés à notre connaissance. Alors, il y a des délégués du défenseur des droits partout en Seine-et-Marne, on est une dizaine. Alors là, je suis un petit peu embêtée parce que c'est pas le bon diaporama, visiblement. Je sais pas pourquoi ça fait ça, puisque j'avais prévu de vous montrer comment trouver les délégués des défenseurs des droits sur notre plateforme. Alors, il suffit d'aller sur le site du défenseur des droits et sur le site du défenseur des droits, vous mettez saisir le défenseur des droits et là, vous trouvez tous les défenseurs des droits et leur lieu et leur numéro de téléphone et la façon de les saisir sur le site. Bon, j'ai mis en exemple ma permanence qui est à Nemours avec le numéro de téléphone qui n'est pas le mien, qui est le numéro de téléphone qui va servir au point d'accès au droit à prendre mes rendez-vous parce que je ne prends pas des rendez-vous. Et il faut savoir que dans nos permanences, on ne vient que sur rendez-vous. On ne peut pas venir si on n'a pas rendez-vous librement. Il faut venir aux heures indiquées et avec une sélectivité de notre accueil au PAD, au point d'accès au droit, qui doit déterminer le plus possible de nous orienter les réclamants vers nos permanences en fonction de notre compétence qu'ils connaissent en fait. S'il y a des erreurs, c'est pas grave puisque de toute façon on fait de l'accès au droit, c'est-à-dire qu'on réoriente les personnes vers les bonnes personnes. Alors, on a une mission de protection des droits
c'est la première mission que je vous ai dit. On est divisé en deux sortes de missions. La première mission, c'est une mission de protection de droits. Et la deuxième mission que je ferai à la fin, c'est la mission de promotion des droits. Donc, je vais déjà passer par la mission de protection des droits. Alors, c'est là que c'est important. Je vais faire une chronologie de comment on peut nous saisir. Et c'est là que je vais faire intervenir notre collaboration possible avec les tiers-lieux. Et ensuite, la façon dont on traite nos dossiers de réclamants. Et enfin, comment ça se termine. Donc déjà, comment on nous saisit? Tout le monde peut nous saisir. C'est directement et gratuitement par tout le monde. Et effectivement, on peut voir entrer dans notre bureau de permanence des mineurs ou seuls ou avec leurs parents. Ça n'a pas d'importance, ils peuvent rentrer tout seuls s'ils veulent, puisque si vous vous rappelez, on est compétent pour recevoir les réclamations sur le droit des enfants. Je vous expliquerai quelques-unes des affaires, enfin des réclamations que j'ai traitées. Ensuite, on peut être saisi indirectement. Et là, ça peut vous concerner plus si vous avez créé ou si vous êtes à la tête d'un tiers-lieu, déjà par l'intermédiaire des proches. Donc souvent, moi, ça c'est pour les personnes âgées, ils sont fatigués, et donc c'est leur fils ou leur fille ou leur neveu qui viennent à ma permanence et qui viennent dire que ils veulent me saisir pour leurs proches. Ensuite, vous voyez apparaître des associations. Donc il y a des associations qui peuvent nous saisir pour le compte de plusieurs réclamants. Moi, j'ai eu en saisine d'association, c'était même pas une association, c'était un collectif de personnes de l'étranger qui n'arrivaient pas à savoir à quel moment serait finalisée leur demande de regroupement familial qui datait de 2 ans déjà. Donc, j'ai été saisie pour le collectif et j'ai traité cette demande pour toutes les personnes du collectif. Ensuite, on peut être saisi par les travailleurs sociaux. Et là, sur le territoire de Seine-et-Marne, à peu près tous les délégués et moi-même, on est en lien avec les travailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que les travailleurs sociaux font les premières démarches. Parce que nous, les délégués des défenseurs des droits, on ne peut pas être saisis sans démarche préalable. Ça veut dire que un réclamant qui est en conflit avec une administration doit d'abord passer lui-même, s'il peut, ou par des travailleurs sociaux. Le travailleur social fait une réclamation et ce n'est que si la réclamation est refusée que nous pouvons agir. Donc, on a édicté un guide pour les travailleurs sociaux pour qu'ils comprennent bien nos compétences. Et sur le territoire, on fait un maillage, en fait, avec tous les travailleurs sociaux pour qu'ils nous connaissent et qu'ils nous envoient des réclamations qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Et j'expliquerai pourquoi ils peuvent pas faire eux-mêmes les réclamations. Parce que tout simplement, je vais dire maintenant, ils sont pas en lien avec les administrations. Comme nous, on a des correspondants dans toutes les administrations qui sont obligés de nous répondre sous un délai d'1 mois, plus ou moins vite, mais normalement sous un délai maximum d'1 mois. Si jamais la saisine est indirecte, je dois quand même recueillir le consentement des personnes concernées pour qu'ils soient au courant que l'on travaille pour eux. Et il y a une autre façon que le salarié que les défenseurs des droits peuvent être saisis, c'est l'autosaisine. Alors, par exemple, en Seine-et-Marne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les journaux, on regarde les journaux comme tout le monde, on est averti par des connaissances. Il y a eu des lycéens récemment qui ne pouvaient pas poursuivre leurs études après le collège et qui n'avaient pas de place en lycée. Et du coup, on a vu ça dans la presse, enfin, on a eu des réclamations. Et là-dessus, on n'a pas eu de saisine directe. Mais le défenseur des droits s'est autosaisi pour traiter de cette situation. Alors, comment nous saisir? Il y a plusieurs solutions, soit par formulaire en ligne, en allant sur le site du défenseur des droits, soit par un courrier qui est toujours gratuit. Les réclamants peuvent mettre 10 kilos de documents, c'est pas grave. Il faut qu'ils fassent en plusieurs enveloppes dans ce cas-là, mais c'est gratuit. Soit en nous contactant.
pour nous contacter, j'ai expliqué au début qu'on peut nous trouver sur le site du Défenseur des droits en mettant contact saisir un délégué et du coup en mettant saisir en 77 et du coup on trouve toutes nos permanences qui sont énoncées et nos lieux de permanence. Alors, comme j'ai mal fait tout à l'heure, nos lieux de permanence en Seine-et-Marne sont dans les grandes villes, Provins, Montereau, Fontainebleau, Melun. Voilà, et je vais expliquer pourquoi ça nous gêne que d'être que dans les grandes villes ou les moyennes villes. On peut aussi obtenir des informations par téléphone. Pour être au plus près des réclamants, on a nous-mêmes établi une formule numérique pour nous saisir. Alors, c'est antinomique puisqu'on est contre la dématérialisation totale des services publics, mais comme le Défenseur des droits, c'est la seule institution qui peut lutter contre les discriminations, le gouvernement nous a demandé de mettre une plateforme anti-discrimination. Cette plateforme n'est pas une dématérialisation totale, bien au contraire. Elle est une facilitation d'accès aux défenseurs des droits dans le seul domaine où on est seule institution compétente pour la discrimination. Et du coup, il y a plusieurs façons de saisir la plateforme, et notamment par le téléphone. Donc, par le téléphone, ce n'est pas un téléphone qui amène à une personne d'accueil qui n'y connaît rien. Quand on téléphone sur cette plateforme, on tombe sur un juriste très spécialisé qui va commencer à écouter, qui va commencer à accompagner et qui oriente gratuitement les personnes pour les rétablir dans leurs droits. Donc, le Défenseur des droits a vu de ce fait, on verra tout à l'heure, le nombre de saisines évidemment monter en matière de lutte contre la discrimination. On reçoit beaucoup de dossiers, on reçoit de plus en plus de dossiers, ça signifie qu'il y a une disparition des services publics, ça signifie qu'évidemment tout va mal, ou à peu près en cohésion sociale, j'entends, et dans d'autres domaines, évidemment, mais pour ce dont je parle, c'est en cohésion sociale. Et donc, comme vous voyez sur le schéma, la plupart des dossiers sont reçus par les délégués sur le territoire, en proximité des citoyens. Il y a plusieurs façons de saisir les délégués et nous, on préfère normalement recevoir les délégués, c'est-à-dire il y a un coup de fil au début pour prendre un rendez-vous. Après, dans la plupart du temps, on fait un accueil physique en face à face pour mettre en confiance, pour écouter justement, pour bien connaître les personnes. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre permanence, on fait ce qu'on appelle l'instruction du dossier dans la semaine de la saisine. C'est important parce qu'on est très rapide, nous, les délégués du Défenseur des droits. On traite les dossiers dans la semaine, on y est pratiquement obligé. Ensuite, en ce qui concerne notre collaboration possible avec les tiers-lieux, en fait, on peut nous saisir par courrier. Et de plus en plus, on est saisi par courrier. Mais quand on est saisi par courrier, il faut absolument qu'on puisse traiter le dossier par courrier avec les pièces qui vont avec. C'est pour ça que j'ai pensé qu'une collaboration avec les tiers-lieux était pas mal, comme c'était... les tiers-lieux, c'est un lieu d'inclusion numérique qui a toujours des ordinateurs, enfin je pense, dans les tiers-lieux, et qui a peut-être du matériel pour faire des photocopies, des scans. Parce que quand je traite un dossier et que je ne peux pas avoir le réclamant, il me faut quand même recueillir tous les documents, scanner, pour que je puisse comprendre et traiter le dossier. Ensuite, pour les tiers-lieux, si les personnes veulent aller en accueil physique, ils auront les adresses des personnes des permanences en Seine-et-Marne, donc ils pourront y aller. Ou la personne de permanence la plus proche du territoire d'où vient la réclamation pourra proposer que le réclamant vienne en permanence. Mais sinon, on fait aussi des rendez-vous téléphoniques. Donc, il y a plusieurs solutions pour qu'on puisse se mettre en lien avec des personnes qui sont dans les tiers-lieux. Alors, après, une fois qu'on a la saisine, on va essayer évidemment de résoudre le litige. Alors, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on a des correspondants dans toutes les administrations
où on se crée des correspondants en fonction des litiges. Même si j'ai pas un correspondant attitré dans une administration, par exemple, un jour je dois parler aux impôts de Dordogne ou je ne sais où, je peux créer le lien parce que on arrivera à créer des liens pour avoir des correspondants dans les administrations. Donc la première chose que je fais comme si, enfin la plupart du temps, c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois un tiers neutre, un facilitateur de dialogue. Donc, je demande des explications ou je demande des observations. Après, une fois que j'ai les observations, je commence à faire une tentative de résolution amiable par la médiation. C'est-à-dire que j'essaie de rapprocher les points de vue. Mais je ne prends pas parti normalement. Mais en fait, dans la plupart du temps, je peux un peu orienter si jamais il y a des solutions catastrophiques en demandant l'accélération de la résolution, par exemple en faveur du réclamant. Quand je fais une médiation, j'essaye en fait de trouver les arguments pour que les réclamants aient la situation à la fin la plus confortable possible. C'est en général ce que je fais en tant que délégué, et il y a d'autres modalités qui peuvent être faites par le défenseur des droits qui sont au siège. Et donc, comme moi, j'arrive pas en médiation, si je trouve que ça vaut le coup, que vraiment les droits n'ont pas été respectés, je demande au réclamant s'il est d'accord pour que je passe ce dossier au siège. Et là, c'est le siège qui va continuer mon traitement de ma réclamation et qui va avancer et, si possible, trouver une solution que je n'avais pas encore trouvée. Mais en fait, rarement on envoie au siège parce que, comme on verra dans les autres diapos, on arrive à des solutions dans 80% des cas. Donc, normalement, moi, j'ai aussi pouvoir de faire des enquêtes, c'est-à-dire de demander des explications. Les personnes n'ont pas le droit de me dire qu'elles ne veulent pas me donner les explications, mais il y a des prérogatives exclusives du siège. Eux, ils peuvent émettre des recommandations. Ça veut dire qu'ils peuvent enjoindre que l'administration bouge. Par exemple, l'administration dans une mairie ne veut pas suivre les préconisations du médecin de prévention par rapport à une personne en handicap. Bon, ben dans ce cas-là, le siège va dire une recommandation. Nous vous recommandons de suivre ce que dit le médecin, c'est-à-dire d'aménager le poste de travail. Sinon, nous, défenseurs de droits, on est capable de vous mettre des amendes. Et on est capable aussi de demander un référé au tribunal, comme c'est dit plus bas. Ce qu'on a de très important, ce qu'il faut dire aux réclamants aussi, c'est que si on n'arrive pas à faire la médiation, le siège, lui, peut faire des observations. C'est-à-dire qu'il va reprendre le dossier, il va s'adresser aux juridictions en disant « Là, nous pensons que le réclamant devrait avoir des droits parce que… » Et là, c'est très, très bien pour les réclamants, c'est gratuit, c'est pas un avocat. Et même s'ils ont besoin d'avocat, ça se double par rapport à l'avocat. Et dans la plupart du temps, les observations du défenseur des droits font que le réclamant, celui qui va en justice, va gagner son procès. Donc, il ne faut pas rater cette technique d'observation. Ensuite, un peu plus dur à comprendre, c'est d'informer le procureur de la République en cas de délit. Donc, c'est ce qu'on fait en cas de discrimination, parce que la discrimination est un délit. Et donc, dans ce cas-là, en même temps qu'on fait notre enquête, on peut demander au procureur de la République qui fait son enquête de faire notre enquête propre par rapport au délit de discrimination. Ensuite, ça c'est rare, on recommande à l'autorité disciplinaire de prendre des sanctions. On peut proposer une transaction, on peut faire un rapport spécial. Alors là, le rapport spécial, c'est par exemple un rapport sur le fait que, ce qu'on a fait récemment, les enfants qui ont des handicaps sont très mal accompagnés dans leur parcours scolaire. Et donc, on a fait un rapport spécial pour dire ceci. Donc, sur le pouvoir d'enquête, voilà comment on fait. Ça, j'ai déjà un peu expliqué.
Pour moi, en tous les cas, délégué défenseur de droit, je demande des explications, je demande des informations, je demande des pièces. Pour le siège, lui, il peut carrément aller faire des auditions, aller faire des vérifications sur place, faire des mises en demeure. Et donc, demande d'injonction au juge de référé, ça veut dire au juge de l'urgence. On fait aussi du testing, surtout en matière de discrimination. On fait semblant, enfin, d'être un réclamant et on voit comment les réclamants subissent des discriminations. Les administrations et tous ceux à qui on demande d'admettre nos pouvoirs d'enquête ne peuvent pas nous dire qu'il y a un secret, qu'ils ne peuvent pas nous répondre. En fait, le défenseur des droits est habilité à faire une instruction sans qu'on lui oppose le secret. Sinon, le défenseur des droits peut dire que c'est un délit d'entrave, et donc un délit d'entrave, comme d'habitude, c'est sanctionné par la juridiction pénale. C'est le droit habituel. Donc, on a beaucoup de réclamations qui sont en hausse. On prétend avoir plus de 80% de règlements amiables. On a fait beaucoup de décisions d'observation devant les juridictions. Et puis, on dit que dans 82% des cas, les décisions confirment les observations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, c'est avec des chiffres. Alors là, je vais passer sur les réclamations qui sont reçues en 2021 pour dire certains exemples et pour dire sur quoi on travaille principalement, puisqu'on a 5 domaines. Et il y a un domaine qui est beaucoup plus notre préoccupation habituelle, quotidienne et ou mensuelle, qui est les relations avec les services publics. Et en plus, ça grimpe de plus en plus. Donc, ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, les services publics ne sont pas accessibles aux citoyens, aux personnes des territoires. On a beaucoup eu de réclamations en lutte contre la discrimination, sur la défense des droits de l'enfant aussi, évidemment beaucoup moins en déontologie de la sécurité, en orientation des lanceurs d'alerte. Ce qui est important à noter aussi, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour avoir des orientations, pour connaître leurs droits. Et notamment à Nemours, comme c'est un territoire où il y a beaucoup de personnes précaires, évidemment, j'ai beaucoup de demandes d'accès aux droits, d'informations sur leurs droits potentiels, en fait. Donc là, c'est là que je vais donner beaucoup d'exemples. Excusez-moi, Dominique, les chiffres que vous venez de nous présenter, c'est à l'échelle nationale ou à l'échelle du département? Nationale, là. Sur les saisines en matière de services publics, donc on va en détailler certains et à chaque fois, là, je vais donner des exemples de mon département, de ce que je fais moi à Nemours. Donc, j'ai beaucoup, comme les autres, de saisines sur la protection sociale et la sécurité sociale, c'est-à-dire que je suis très souvent en lien avec la CAF, avec la CPAM, avec le Pôle emploi, etc. Et avec, j'allais oublier, la CNAV, parce que la CNAV, il y a beaucoup de saisines avec la CNAV pour des raisons d'erreur que fait la CNAV ou pour des raisons de non-droit donné à des femmes qui auraient droit à une pension de réversion en cas de décès de leur conjoint. Alors, moi, j'en ai pas mal de femmes qui ont des difficultés avec la pension de réversion. Sur les prestations familiales, sur la CAF, on a pas mal de cas. On doit se battre parce que la CAF, c'est une administration, donc elle a tous les droits. Si elle se trompe et qu'elle a versé de l'argent trop, elle appelle ça un indu. Et quelques années après, elle peut, ou immédiatement, elle peut réclamer l'indu aux réclamants qui ont tout dépensé l'argent qu'ils ont eu, bien sûr. Et du coup, comme les réclamants ne pensent pas devoir cet argent, ils nous saisissent et nous, on essaye de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai ou comment on peut réduire l'indu. Il y a aussi le cas, et actuellement, il y a la CAF qui essaye de faire beaucoup de recours contre la fraude. Et donc, nous, on essaye de voir si c'est vraiment un fraudeur. Donc, on ne prend pas en compte, bien sûr, puisqu'on défend des droits qui sont défendables. Mais si des personnes sont dites fraudeurs alors qu'elles ne le sont pas, on le défend. Donc, par exemple, moi, en Seine-et-Marne, j'ai pas mal de femmes qui sont toutes seules
et isolées, et la CAF prétend qu'elles sont avec quelqu'un. Et à partir du moment où elle prétend que cette femme isolée est avec quelqu'un, la CAF va supprimer tous les droits. Et souvent, la femme a beaucoup d'enfants. Et souvent, donc, elle se retrouve sans ressources. Et donc là, on fait en sorte d'essayer de tenter la médiation. Et on y arrive avec du mal, mais la plupart du temps, on peut y arriver si le contrôle a été mal fait de la CAF. Si c'est vrai, c'est vrai. Si ça a été mal fait, on peut y arriver. Sur le droit des étrangers, c'est exactement le problème de la numérisation et de la dématérialisation totale des services publics qui m'envoie des réclamations des étrangers. En effet, les préfectures trouvent judicieux de faire des plateformes numériques de prise de rendez-vous pour que les étrangers déposent leur dossier de titre de séjour et ils ne laissent pas d'alternative, c'est-à-dire de pouvoir, pour les étrangers, aller à la préfecture pour déposer leur dossier. Donc nous, là, on sert à faire de paravent contre la numérisation totale de la préfecture et on sert à faire une demande de rendez-vous exceptionnel qu'on réussit, bien sûr, mais c'est un peu injuste parce qu'il faut que ce soit des étrangers qui nous connaissent pour le faire, parce que s'ils ne nous connaissent pas, ils peuvent pas accéder au rendez-vous puisque la plateforme de rendez-vous dit toujours qu'il n'y a pas de rendez-vous. Et donc, on fait des rendez-vous exceptionnels pour les étrangers. On fait aussi, parce que c'est aussi numérisé, et même s'il y a un service numérisé qui permet aux étrangers de demander l'état de leur dossier, en fait, on leur répond toujours que la préfecture répond toujours que le dossier est en cours, est en instruction. Donc, nous, on sert aussi à demander où en est le dossier pour avoir un contact direct avec la préfecture. Et aussi le cas que j'ai traité, l'immense cas de regroupement familial, où la préfecture avait 2 ans de retard pour traiter des dossiers de regroupement familial. Donc là, ça a bien marché. Voilà, j'ai beaucoup de cas sur le droit des étrangers aussi. J'ai beaucoup de cas en droit routier, qui est un droit technique. Et là, c'est par exemple si un jour, un réclamant reçoit une amende forfaitaire augmentée et majorée, alors qu'il n'a pas reçu la demande de base. Alors là, il ne sait pas s'en débrouiller. Et donc là, on est là pour l'aider à rétablir la situation. Et en général, on enlève la majoration parce que on sait comment faire les réclamations. Il y a, en droit routier, il y a X encore, vraiment beaucoup de réclamations possibles. Par exemple, là, hier, j'ai eu une réclamation qui vise à savoir où en est l'échange d'un permis international pour un permis français. Et ça fait 1 an que ça dure. Et la dame ne sait toujours pas si elle va avoir un permis français. Du coup, son permis d'étranger a expiré. Du coup, eh bien, elle peut plus conduire. Et comme c'est une dame extrêmement malade, pour aller aux rendez-vous médicaux, elle ne peut pas y aller. On est en Seine-et-Marne, hein, on est en semi-rural et rural. Et donc, à part de pour un taxi, donc elle a plus beaucoup d'argent puisqu'elle est malade, cet échange de permis international est très important pour elle. Je suis en train de le traiter. Pour la justice, il faut savoir qu'on ne peut jamais aller contre une décision de justice. Et il faut savoir, comme j'ai dit que pour nous saisir, il faut des démarches préalables. Il faut savoir que nous, on ne suspend pas les délais de recours de la justice. Donc, ça veut dire que si dans une décision CAF, c'est marqué, vous avez 2 mois pour saisir la justice, il faut qu'ils fassent attention, les réclamants. Parce que nous, on va traiter la médiation, mais ça ne suspend pas le délai de recours à la justice. Donc, il faut qu'ils nous fassent confiance parce que sinon, ils vont rater leur délai pour saisir la justice. Pour les services publics, j'ai beaucoup de réclamations. Alors là, actuellement, même moi, pour l'instant, j'arrive pas à les traiter. Sur la prime rénov', c'est une bonne idée hein, de donner des primes pour rénover, pour faire la rénovation des bâtiments. Seulement, la plupart des réclamants, ils n'arrivent pas à manier la plateforme. C'est encore une plateforme pour prime rénov'. Et puis, ils se font arnaquer par des
par des entrepreneurs qui ne sont pas très, comment on va dire, honnêtes. Et du coup, ils récupèrent mal la prime rénovation, ils récupèrent mal la prime CE, etc. Donc là, on est dessus, on a fait une note là-dessus parce que ça commence à devenir catastrophique. Ensuite, on s'occupe des saisines pour les droits de l'enfant. Donc là, les saisines, c'est par exemple, je vais dire, sur la petite enfance, c'est les mairies qui doivent donner de l'argent pour avoir un accompagnement pour les enfants en difficulté à handicap. Et là, on bataille toujours puisque l'État va prendre l'accompagnement pendant l'école, mais pendant le périscolaire, c'est très compliqué d'avoir un accompagnement pour les enfants handicap. On protège les enfants aussi qui sont au service départemental de l'enfance, puisque ces services-là ne les protègent pas toujours. Donc, on s'occupe des mineurs qui sont non accompagnés, etc. Ensuite, en matière de discrimination, malheureusement, mes principales réclamations sont dans le domaine du handicap, harcèlement moral, discriminatoire du fait handicap dans le domaine public, aussi bien l'éducation nationale, dans une université, dans un tribunal. Voilà, on n'est pas exemplaire dans la fonction publique pour dire qu'on ne fait pas de discrimination sur le handicap, du fait du handicap. Sur la déontologie de la sécurité, il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, on ne traite que des refus de plainte parce qu'il y a des commissariats, des gendarmeries qui se donnent le pouvoir de refuser des plaintes. Par exemple, une femme qui va déposer des plaintes pour violence conjugale, ils sont capables de la renvoyer alors qu'ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils prennent toutes les plaintes. C'est pas à eux de qualifier. Donc, nous, en Seine-et-Marne, on a un référent déontologie qui s'occupe de voir ce qu'il peut faire s'il y a eu un refus de plainte. Ça, sur les lanceurs d'alerte, je n'ai le droit de rien faire, que de les orienter sur le siège en leur disant, il y a un guide. Allez et faites comme ça, mettez sous enveloppe confidentielle, j'ai pas le droit de le faire. Ensuite, je vais donc retourner en arrière sur ce que je voulais dire et surtout la diapo principale qui était prévue pour les tiers-lieux et que je veux pas rater. Donc, on a fait une expérimentation sans diapo, je vais vous le dire sans diapo. On a fait une expérimentation au bastion du Loing et sur le tiers-lieu, c'est déjà ça, qui était présent tout à l'heure ou qui est encore présent, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les responsables et puis j'aurais demandé la possibilité de déposer des dépliants, défenseurs des droits, dans les locaux. Ensuite, j'aurais dit, si jamais vous voyez quelqu'un en détresse, indiquez-leur que nous existons et ils pourront nous contacter par mail ou par votre intermédiaire. Donc, j'ai eu 2 réclamations pour l'instant en 6 mois d'expérimentation, en fait. Je pense que c'est parce que c'est pas encore bien au point. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est que j'explique que comme les tiers-lieux, c'est un lieu d'inclusion numérique, je pense que c'est possible pour les personnes qui viennent en tiers-lieu de se servir des ordinateurs. Et peut-être même en étant accompagnés pour savoir se servir de l'ordinateur et pour savoir comment m'envoyer un mail. Ensuite, une fois que la personne m'a envoyé un mail, comme je disais tout à l'heure, je peux très bien lui demander de scanner des documents. Et dans ce cas-là, une fois que les documents sont scannés, commencent mes relations avec le réclamant, si c'est possible pour les tiers-lieux. Donc, pour les tiers-lieux, c'est important, et pour nous, c'est important de rester en milieu semi-rural ou rural ou en ville où sont les tiers-lieux, parce que dans notre rapport de 2022, on a évalué où on en était sur la dématérialisation des services publics 3 ans après notre rapport. Et malheureusement, ça n'a pas bougé, c'est-à-dire que ça crée des ennuis aux personnes éloignées des services publics qui n'existent plus en milieu rural. Ça pose des ennuis aux plus précaires. Ça pose des ennuis aux personnes qui ne savent pas se servir des ordinateurs. Et puis, c'est pas simplement les vieilles personnes, hein, parce que je dis avec des mots, pas les seniors, c'est aussi les jeunes qui ne savent pas remplir des formulaires.
Et puis, il faut savoir qu'à France Service, les maisons France Service, ils ont recruté des personnes qui n'ont pas les correspondants qu'on a, nous, dans les administrations. Donc, tout ce qu'ils font, c'est un petit peu de driver les gens de conduire les gens sur ordinateur, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les connaissances des administrations exactement, et ils ne peuvent que les aider à aller sur Internet et à faire leurs démarches sans regarder puisque c'est confidentiel. Donc, nous, on agit souvent parce que les administrations ne répondent pas, et de nous connaître pour les tiers-lieux, je pense que ça peut améliorer les choses parce que même s'ils arrivent à saisir les administrations, ils auront des réponses vagues, non explicites, ou ils n'en auront pas, et ils n'arriveront pas d'avoir des rendez-vous physiques avec les administrations. Donc là, les administrations nous répondent à nous, défenseurs de droits, c'est pas notre faute, on n'est pas nombreux dans les administrations. Donc on est surchargé, on peut plus le faire. Eh bien, donc, le défenseur des droits dit, ce n'est pas normal, on a écrit plusieurs fois, on a fait des recommandations, il faut absolument que vous fassiez une alternative à la numérisation et que vous receviez les gens physiquement ou avec des rendez-vous comme ça, comme en visio, enfin comme ils veulent, mais il faut recevoir les gens. Pour finir, parce que j'étais un peu longue, donc nous, on réalise des études, par exemple, on réalise des études, tiens, un truc dont je vous ai pas parlé sur les EHPAD, vous voyez, il se passe des choses sur les EHPAD, il y a des malades qui sont, enfin des patients qui sont même pas malades, qui sont mal traités. Donc on a réalisé des études. Et dès qu'on pense qu'il y a quelque chose qui va mal dans la société, on fait des études en fait. Là, on a fait des études sur la discrimination au milieu universitaire. C'est la dernière étude qui est parue aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de discrimination, soit par rapport aux agents entre eux, ou par rapport à des agents, et on a essayé de cibler, on a fait une étude de recherche pour cibler qui était discriminé, et entre étudiants, etc. On donne des outils, donc on a des dépliants, c'est ce que je propose de mettre dans les tiers-lieux, des dépliants de défenseurs des droits pour que les gens nous connaissent. On a des guides qui sont très bien faits à destination des professionnels comme les travailleurs sociaux. On participe à la formation de professionnels comme des universitaires, comme des gendarmes, comme des personnes de France Service pour qu'ils connaissent le défenseur des droits. Moi, j'en ai fait une à la préfecture de Melun. Et puis, Madame Hédon, elle est souvent convoquée pour l'instant au tribunal. Elle est souvent convoquée au Parlement pour donner des avis par rapport à des propositions de loi qui vont avancer. Voilà tout ce qu'on fait concernant la promotion. Et nous, les délégués défenseurs des droits sur notre territoire, c'est ce que je fais ce soir. Donc, j'ai dit au début, on peut aussi et on doit même faire des propositions ou même des séances de promotion de qui on est et comment on peut avancer en collaboration avec d'autres. Donc là, j'ai fini ma présentation qui était un peu plus longue que prévu, mais on avait décalé dans le temps. Voilà, j'ai enlevé la présentation et je vais vous laisser poser des questions enfin. En tout cas, Voilà. oui, c'était plus long que prévu, mais c'était très complet, très clair et très motivant, effectivement, pour réfléchir à quel rôle et quelle place peuvent prendre les lieux, les tiers-lieux par rapport à faire connaître ce dispositif. Alors, on va se donner au moins jusqu'à 19h10. Hein. On a commencé à 18h10, hein, qu'on ait quand même un petit temps d'échange, tout en restant dans le format d'une heure de ces rencontres. Donc voilà, on peut prendre des questions, des réactions. C'est vrai que Stéphane de C'est déjà ça et là, et ce serait tout à fait intéressant d'avoir son retour, ses impressions, éventuellement ses questions, qu'on profite de nos présences là ce soir pour éventuellement réfléchir et faire des propositions sur ce qui peut être fait au niveau des tiers-lieux par rapport à ce que nous a présenté Dominique. Et ce que je vous demanderais, c'est à chaque fois que quelqu'un prend la parole pour poser une question, qui se situe et qui se présente, hein, puisqu'on enregistre, ça permettrait aux gens qui reverraient la rencontre de ce soir en replay de savoir qui prend la parole. Voilà, vas-y Cathy.
Bon, ok, bon, Cathy, tout le monde me connaît, donc je vais pas me présenter. Je suis désolée, moi, 19h, j'ai une autre réunion. Je suis en bouclage d'un appel à projet, juste, j'ai été très, très intéressée par cette idée que tu évoques d'études et de restitution de résultats qui remontent du terrain. Donc, tu évoquais les EHPAD, mais tu évoquais l'université, etc. Alors, bon, moi, j'avoue, ça attise ma curiosité, évidemment, même si j'étais sur les sites, voilà. Il n'en demeure pas moins que cette question de mobiliser sur ces questions tous les acteurs, finalement, ça passe par peut-être d'autres canaux que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Je pense, voilà, peut-être davantage en repartant du terrain. Ce que je voulais savoir, c'est un peu comment, finalement, je comprends le processus institutionnel, tu vois, Dominique. Mais en même temps, je me dis, oui, ça fait bouger, mais comment vous arrivez finalement à collecter toutes ces infos et en fait les utiliser pour transformer? C'est une question qui n'a peut-être pas de réponse ce soir. Voilà, mais c'est une question que je me pose. Voilà. Et du coup, voilà, merci si tu as quelques réponses à ce sujet dans la capacité à transformer, si tu veux. Oui, bien sûr, c'est parce que j'ai pas eu le temps de l'énoncer. En fait, on a des conventionnements avec les administrations pour traiter nos réclamations, mais aussi on a des conventions avec des universités, avec des associations. On a des comités d'entente euh, au cours desquels, en fait, les associations, les forces vives qui sont au contact des personnes qui auraient des problèmes d'handicap, de discrimination, nous font remonter l'information. Ensuite, les juristes, à chaque fois qu'elles voient qu'il y a trop de réclamations dans un domaine, par exemple, les enfants qui sont pas accompagnés dans le domaine scolaire ou universitaire d'ailleurs, elles se disent, tiens, là, il y a matière à réfléchir, on va faire passer des questionnaires dans les universités, par exemple, et on va traiter des questionnaires, et à partir de là, on va réfléchir, et à partir de là, on va faire une étude, et à partir de là, on va faire des recommandations. Et donc En fait, oui. Les moyens en fait qui sont relatifs, je prends l'étude parce que j'ai ma casquette d'enseignant-chercheur, donc pour le coup, c'est la question va peut-être être plus un peu axée là-dessus. C'est en fait, vous allez faire des études, donc vous allez sur le terrain, donc vous collectez. Et qui traite en fait? Vous avez un staff, si je puis dire, dédié, ou vous mobilisez des chercheurs d'un peu partout, ou enfin voilà. Alors, ça dépend. On a un staff dédié et en plus, on mobilise des chercheurs et on fait même des prix par exemple, quand on fait avec l'INJEP, on lance des prix pour faire des prix pour que les personnes participent et nous donnent des dossiers. On fait aussi des prix pour la meilleure thèse de l'année dans le domaine de la cohésion sociale. On a beaucoup d'arcs, je veux dire, de flèches à notre arc pour diversifier nos sources venant étayer nos études, nos rapports. Et quelquefois, même on se sert, par exemple, nous, on se sert du rapport de l'OIT sur le baromètre de l'OIT. Le baromètre du travail, ouais. Oui, pour faire ce qui se passe en discrimination sur le travail. En fait, si on va sur notre site, on peut voir d'où viennent nos études, on peut voir comment on a des comités d'entente sur les territoires, on peut voir quels sont les rapports qui ont été publiés récemment. Tout est visible et toutes les alliances, toutes les conventions qu'on a avec toutes les universités sont visibles, et notamment, on a même des alliances avec des cliniques du droit, des étudiants qui font des cas pratiques réels pour se former. Oui, je sais. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que donc je suis bien au courant. Ouais. Oui, on pourrait faire peut-être remonter au siège la nécessité que peut-être des acteurs du territoire comme des tiers-lieux peuvent faire remonter
les préoccupations des territoires qui n'ont pas l'habitude d'entendre, avec une certaine façon de faire dont on n'a pas l'habitude. Moi, je sais que j'ai fait faire un projet tutoré aux jeunes étudiants d'IUT de Fontainebleau, bien sûr, parce que je voulais savoir si ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour accéder au droit du logement. On avait ciblé sur le droit du logement. Et donc, ils ont bien fait, hein, ils ont bien trouvé les organismes. Et en gros, ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'informations parce que le droit au logement, c'est un droit fondamental. Et quand on est étudiant, tout le résultat des études peut dépendre d'où on loge et comment on peut loger et comment on peut se nourrir. Et donc, c'était intéressant. Et là, je l'ai fait remonter au siège. Mais on peut imaginer plein d'autres choses comme ça. Si vous êtes force de proposition au niveau des tiers-lieux, on est preneur. Oui, et puis j'imagine que je suis pas le seul à faire le lien avec les points accès université là qu'on est en train de mettre en place avec l'université Gustave Eiffel pour accueillir des étudiants dans des tiers-lieux. Et c'est vrai que voilà, c'est là aussi qu'il y a peut-être des liens à faire. Léa et Cathy ont prévenu dans le chat que elles avaient une réunion qui suivait à 19h. Donc, si elles partent subitement, on les salue et je les remercie de leur présence. Et Didier. Rapidement, du coup, avant de partir prendre la parole. Ouais. Du coup, moi, je suis Léa Véronesi, je suis chargée de mission en alternance à Brinov depuis septembre et je suis aussi une ancienne assistante sociale. Donc, il y a plein de thématiques que vous avez abordées que j'ai bien connues aussi. Enfin, voilà, qu'on fait écho à des difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle passée. Je pense aux questions des titres de séjour et des difficultés de prise de rendez-vous avec la préfecture. Ça, vraiment, c'est un calvaire et voilà, des problématiques avec la CAF aussi. Enfin, voilà, ça m'a fait écho à plein de choses. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas rester plus longtemps parce que j'ai également une réunion, mais je voulais vous remercier de votre intervention. Oui, et puis nous, on verra du coup, Léa, comment éventuellement on peut associer le fait que tu vas aller à la rencontre des différents tiers-lieux du réseau là dans les prochaines semaines pour éventuellement relayer un peu cette présentation que toi tu as pu suivre et qui permet vraiment de comprendre les enjeux autour de ce dispositif et de le faire connaître en fait et de le rendre accessible à tous. Ah, donc ça, on en reparlera nous au niveau de la fabrique. Merci en tous les cas. Didier? Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Merci. Ouais, c'était juste pour vous confirmer que je suis bien les échanges. Non, merci Dominique, c'était vraiment clair comme à chaque fois. J'ai peut-être deux réflexions. La première, elle est plutôt technique. Effectivement, là, on est, j'irais presque entre nous, hein, puisque Stéphane a pris le sujet au rebond et l'a activé chez lui, donc il est convaincu. Et on a souvent un vrai souci de diffusion d'informations et surtout cette information qui est éminemment importante. Et ça rejoint ma deuxième réflexion, c'est que vous avez sorti un rapport il y a quelques semaines maintenant qui a fait pas mal de bruit, qui je schématise à gros traits, mais montre bien comment la fracture s'est aggravée ces derniers temps, ces dernières années. Quel est ton sentiment pour enseignement plus spécifiquement? Tu as parlé des femmes seules en particulier, mais je pense qu'il y a d'autres sujets. Quelle serait ta cartographie un peu de la Seine-et-Marne, son état aujourd'hui? Alors, en fait, depuis que je suis à Nemours, j'ai beaucoup de dossiers. Ça veut dire que si j'ai beaucoup de dossiers, première réponse, c'est que effectivement, les services publics ou des cas de discrimination aux droits des enfants sont prégnants en Seine-et-Marne. J'ai des dossiers très particuliers sur les logements sociaux que j'ai pas du tout dit. Et là, ça pose un grave problème en Seine-et-Marne parce que, d'une part, il y a des logements qui ont été inondés, hein, notamment à Nemours, et qui sont pas habitables. Il y a des logements indignes. Il y a des logements qui vont tomber en campagne sur d'autres maisons et les arrêtés de péril des maires ne sont pas pris. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à payer et dont les bailleurs sociaux ne veulent pas trop laisser en place, mais ça se comprend aussi pour des raisons de financement public. Je vais avoir un rendez-vous avec la DDTS pour voir ça parce que vraiment il y a trop de personnes précaires sur mon territoire. On a des problèmes de non-protection des enfants sur mon territoire. On a des problèmes
énorme aussi, je dirais, en cartographie, que la fracture sociale s'est aggravée parce que nous, sur le territoire de Nemours, en tous les cas, et de Seine-et-Marne, il y a de plus en plus de précarisation des personnes et elles ne peuvent pas trop. C'est pour ça que je pensais au tiers-lieu, parce que ces personnes qui sont précaires ou qui sont âgées, elles ne peuvent pas trop se déplacer. Les assistantes sociales, elles ne les connaissent pas. Elles vont pas vers les assistantes sociales. Donc, ces personnes-là, qui sont dans mi-ruralité, en fait, ou même à Nemours, elles n'ont pas d'accès très facilement aux défenseurs des droits ou aux autres dispositifs.